Elle pensait commencer un nouveau chapitre, un job prestigieux auprès d'une des figures les plus influentes du hip-hop, mais dès son premier jour, elle a compris qu'elle entrait dans un monde qu'elle ne maîtrisait pas, un monde où la loyauté se paye au prix fort et où une simple erreur peut signer ta fin. Capricorn Clark n'était pas une étrangère à l'industrie. Avant même de rejoindre Bad Boy, elle avait brièvement travaillé avec Death Row Records, un détail que Diddy n'a pas laissé passer. Ce jour-là, en 2 phrases glaciales, il a fait tomber le masque. Accompagné de son garde du corps Paul Albert, que tout le monde appelait Uncle Paulie, Diddy lui aurait lancé, sans hausser le ton, qu'il la ferait tuer si elle avait encore le moindre lien avec Suge Knight. Elle était stupéfaite, le ton était posé, presque poli, mais les mots portèrent la promesse d'un destin funeste. Paulie, massif et impassible comme un mur, restait silencieux. Elle venait à peine de signer son contrat. Le décor était planté. Les années suivantes, Capricorn gravira les échelons. Assistante, directrice marketing, puis en charge de la marque de Cassie. Mais cette ascension avait un prix. Nuit blanche, pression constante, surveillance omniprésente. Elle raconte avoir dormi 2 à 4 heures par nuit, être tombée malade à force de stress jusqu'à souffrir d'alopécie. Un médecin lui dira qu'elle devait quitter ce poste si elle voulait survivre. Mais dans l'univers de Diddy, partir n'est pas toujours une option. Peu après son embauche, elle est accusée de vol. Une montre, un collier, des bijoux de luxe prêtés par Jacob the Jeweler, et tout bascule. Uncle Paulie vient chez elle, fouille ses affaires, puis l'emmène dans un immeuble vide, présenté comme les futurs bureaux de Bad Boy. Là, enfermée seule au 6e étage avec un inconnu massif fumant des cigarettes, elle est sommée de passer un test polygraphique. Si elle refuse, elle finira dans l'East River. Terrifiée, elle accepte. Les résultats sont jugés inconclusifs. Trop de nervosité, alors elle recommence 5 fois, 5 jours consécutifs de tests, sans contact extérieur, sans même savoir si les bijoux avaient réellement disparu. Et Diddy, pendant ce temps, ne donne aucun signe, aucun soutien. Rien. Et pourtant, elle continue de travailler pour lui parce que dans ce monde, le silence est la monnaie d'échange et la peur, un outil de management. Décembre 2011, l'histoire bascule, Cassie fréquente brièvement Kid Cudi, Diddy est furieux. Capricorn, inquiète que ses messages soient surveillés, achète un téléphone prépayé pour Cassie. Elle sait que si Diddy découvre cette relation, les conséquences seront terribles. Un soir, Diddy débarque chez elle, il est agité, débraillé, son pantalon déchiré laisse entrevoir ses sous-vêtements. Dans sa main, une arme. Il hurle, exige des explications. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Qui est Scott ?» Scott, c'est Kid Cudi. Et sans attendre, il lui ordonne de s'habiller. On va le tuer. Dans la voiture, Reuben conduit. Capricorn, pétrifiée, reste silencieuse. L'escalade file vers les collines de Hollywood. Devant la maison de Kid Cudi, Diddy et Reuben descendent. Elle reste dans le véhicule et appelle Cassie via le téléphone secret. « Tu dois l'arrêter, il va le tuer. » Quand Diddy revient et découvre qu'elle a contacté Cassie, il explose. Il rappelle le numéro, découvre le stratagème, comprend que Cassie possède un téléphone qu'il ignorait. Kid Cudi arrive entre-temps, puis s'échappe en voiture. Diddy et les autres le poursuivent en vain. Les sirènes de police résonnent, ils abandonnent. Mais la nuit n'est pas terminée. Capricorn suit Diddy jusqu'à chez lui. Là, elle assiste à l'horreur. Diddy agresse Cassie. Violente, méthodique, il la frappe à coups de pied. Elle est recroquevillée, muette. Reuben est là, mais ne fait rien. Capricorn veut intervenir, Diddy la prévient. « Si tu t'en mêles, je t'explose toi aussi. » Elle appelle la mère de Cassie, lui dit qu'elle, Capricorn, ne peut pas appeler la police, mais que Regina Ventura le peut, elle ne le fait pas. Personne ne le fait, parce que dans ce cercle, tout le monde sait ce qu'il en coûte de parler. Quelques jours plus tard, Capricorn visite Cassie à l'hôtel, la chambre est détruite, des affaires jonchent le sol, Cassie a tout perdu. Diddy la menace désormais de publier des vidéos intimes. C'est sa manière à lui de reprendre le contrôle. Ce que Capricorn ne savait pas encore, c'est que cette nuit là allait marquer le début d'une descente irréversible. Car peu après l'incident avec Kid Cudi, une nouvelle couche d'horreur s'ajoute au tableau. La voiture de Kid Cudi est retrouvée calcinée, un cocktail Molotov lancé à l'intérieur, et c'est son nom, à elle, que l'enquêteur de l'unité des incendies criminels contacte en premier. Elle ne répond pas. Elle raccroche, elle refuse de témoigner, car elle sait que parler, c'est risquer sa vie, et elle sait que Diddy le sait aussi, et il lui rappelle très vite qu'il sait. Il lui demande pourquoi elle ne l'a pas informé de cette enquête, et dans un calme glacial, il menace « Je vais te défigurer, je vais te tuer ».
Ce jour-là, selon Capricorne, Cassie et Drock, un garde du corps, sont présents dans la pièce. Personne ne dit un mot. Lentement, les relations se tendent avec Cassie, avec l'entourage. Et lorsqu'elle finit par rapporter les faits à Harve Pierre, une figure de bad boy, et au service RH, elle pense naïvement qu'ils vont la protéger. Elle leur dit « Puff m'a kidnappé et a menacé de tuer Kid Cudi ». La réponse, une lettre de licenciement, officiellement pour des vacances mal enregistrées, officieusement pour avoir ouvert la bouche. En un mois, elle perd tout. Son emploi, son assurance, sa maison, sa voiture, tout était financé par Bad Boy. Didi, selon elle, lui dit qu'elle ne retravaillera plus jamais et qu'elle n'a plus aucun ami dans l'industrie. Mais le pire, c'est qu'il a tenu parole. Elle tente de rebondir. Elle croit pouvoir travailler pour 50 Cent jusqu'à ce que son manager, Chris Lighty, meure. La veille de son entrée en poste, Jimmy Iovine, une autre figure du milieu, la contacte. Mais ce n'est pas pour lui proposer un emploi, c'est pour lui dire de laisser Didi tranquille. André Harel, le mentor de Didi, la suit, l'intimide, l'empêche de décrocher un poste chez CAA. Elle est blacklistée, invisible, silencieuse. Effacée. Alors elle accepte un accord. En octobre 2012, elle signe un règlement avec Didi. Le montant est inconnu. En échange, il s'engage à lui fournir des recommandations positives, ce qu'il ne fera jamais. Son nom reste une ombre qu'on évite de prononcer. Et pourtant, en 2014, 2015, puis jusqu'en 2021, elle lui écrit des mails, des vœux d'anniversaire, des demandes de pardon, des prières, parce qu'elle veut revenir, elle veut redevenir quelqu'un, elle veut juste pouvoir travailler. En 2024, alors que les perquisitions pleuvent sur les propriétés de Didi, elle propose de revenir à ses côtés, de redevenir sa chief of staff. Elle pense qu'en redevenant l'un de ses visages publics, elle pourra peut-être laver son nom, lever la malédiction, mais rien ne se passe. Elle reste dehors, encore, et pourtant, dans la salle d'audience, son émotion est réelle. Elle ne joue pas, elle pleure, elle tremble, elle raconte sans détour ce qu'elle a vu, ce qu'elle a subi, ce qu'elle a perdu. Mais la défense veille. L'avocat de Didi, Marc Anifilo, avance lentement, d'abord doux, presque amical, puis incisif. Il gratte les failles, il souligne les contradictions. Pourquoi est-elle restée malgré tout? Pourquoi voulait-elle revenir après tout ça? Pourquoi avoir écrit ces mails? Était-ce vraiment une victime ou juste une ex-employée amère en quête de rédemption? Ils évoquent Cassie, et là la façade se fissure. Capricorne ne cache pas son ressentiment. Elle dit que Cassie était une star capricieuse, qu'elle ne chantait pas en live, qu'elle n'était pas travailleuse à Los Angeles, qu'elle a profité de tout, et surtout que c'est à cause d'elle qu'elle a été virée. Elle ne le dit pas frontalement, mais ses mots, eux, ne mentent pas. Elle raconte comment Cassie était omniprésente, comment Bad Boy l'a couverte de luxe, styliste, chorégraphe, images soignées, comment tous les autres artistes de la maison passaient au second plan. Et pourtant, quand arrive janvier 2012, à peine 3 semaines après le soi-disant kidnapping, Capricorne continue d'envoyer des emails professionnels, elle programme des réunions, elle s'occupe encore de l'image de Cassie. Alors la défense frappe là où ça fait mal. Si vous aviez été kidnappé, pourquoi travaillez-vous encore comme si de rien n'était? Pour la défense, c'est une aubaine. Il s'engouffre dans la brèche, il présente des emails, une avalanche, des messages de Capricorne adressés à Didi ou à ses équipes qui semblent contredire la version d'une femme brisée. Dans l'un, elle demande « Est-ce que ta mère va bien ?» Dans un autre, tu me manques, j'espère te revoir cette année. Et puis, il y a cet anniversaire en novembre 2015. Elle écrit « Bon anniversaire et bonne chance pour ton projet ». Et surtout, cette phrase qui glace, elle devait vouloir que je parte. Elle, c'est Cassie. À mesure que les messages défilent, le doute s'installe. Était-elle vraiment une amie fidèle de Cassie, comme l'avait laissé entendre Kid Cudi, ou nourrissait-elle une rancune profonde envers elle, qu'elle jugeait responsable de sa chute? Capricorne ne s'en cache pas. Sa relation avec Cassie a changé. Au début, tout allait bien. Elles se sont rencontrées quand Cassie sortait encore avec Ryan Leslie, mais après 2008, tout a basculé. Quand Cassie a commencé à sortir avec Didi, elle est devenue exigeante, selon Capricorne. Elle l'a décrit comme une jolie petite chose transformée en petite amie capricieuse. Et puis, il y a les performances. Capricorne dit que Cassie n'était pas faite pour la scène, qu'elle n'avait pas de présence en live, qu'elle était nerveuse, fragile. Elle évoque ses échecs, ses moments de panique.
Et lorsque la défense l'interroge sur les drogues, elle répond que Cassie n'était pas consommatrice au départ, mais qu'à Los Angeles, tout avait changé. Le portrait qui se dessine est à contre-courant, loin de l'image de la victime sans défense. Cassie, selon Capricorn, était choyée, soutenue, favorisée, et elle, Capricorne, faisait partie de ceux qui l'habillaient, la guidaient, l'accompagnaient jusqu'à être écartée. Le récit repart. En 2016, malgré tout, Capricorne revient travailler avec Cassie, officiellement en tant que directrice de marque. Elle est celle qui conçoit le look de Cassie aux MTV Awards, celle qui décide de son image, de ses coupes de cheveux, de ses couleurs de tenue. Elle s'implique, elle travaille, elle obéit, mais l'année 2012, elle ne l'oublie pas. Janvier 13, précisément 3 semaines après le soi-disant kidnapping. Elle reçoit un mail de Bad Boy l'invitant à un appel vidéo avec Cassie et d'autres membres de l'équipe et elle y répond comme si de rien n'était. C'est là que la défense frappe à nouveau. Si vous aviez été kidnappé, menacé de mort, pourquoi participiez-vous encore aux réunions? Pourquoi ne pas être parti? Capricorne alors s'effondre. Elle parle de son fils, de ses dettes, de ses rêves brisés. Elle dit qu'elle voulait juste retrouver sa vie et que dans ce monde-là, si tu n'es pas dans le cercle, tu n'existes plus. Le jury écoute, froid, imperturbable, mais concentré. Et pendant ce temps, au fond de la salle, Didi reste impassible. Costume sobre, regard dur, à des années-lumière du roi des tapis rouges. Capricorne raconte encore son quotidien, les hôtels réservés sous des noms d'emprunt, Frank Black, Frank White, les bagages qu'elle doit déballer, le sac Louis Vuitton rempli de pilules d'ecstasy, d'huile, de lubrifiant, le nettoyage des chambres, les murs maculés. Elle décrit un monde parallèle. Un empire qui ne laisse aucune trace, sauf celle qu'on préfère oublier. Elle n'était pas la seule. D'autres assistants, d'autres employés ont déjà témoigné. Tous disent la même chose. Longues heures, pression, abus. Tous parlent de silence, de regards évités, de gestes qui, dans l'ombre, deviennent la norme. Et si elle est revenue en 2016, c'est parce qu'elle pensait que ce serait différent. Mais rien n'a changé. Les derniers instants du témoignage de Capricorne Clark ressemblent à une délivrance. Une longue confession retenue depuis des années, portée par une voix enfin entendue, mais toujours entourée de doutes. Car au fond, tout dans cette affaire est trouble. Oui, elle a subi, oui, elle a vu, oui, elle a été menacée, mais elle est aussi restée, elle est revenue, elle a écrit, supplié, pardonné. Est-ce le syndrome du bourreau, l'illusion du retour à la lumière ou la simple nécessité de survivre dans un milieu où le silence est la seule armure possible? Le procureur, lui, en tire un fil clair, tout s'emboîte, les menaces, les tests polygraphiques, les armes, les poursuites, les agressions, les intimidations, les silences. Tous ces faits isolés deviennent une toile cohérente, celle d'une organisation qui dépasse l'image publique d'un artiste, celle d'un système, d'un empire fondé sur la peur, la loyauté forcée et le contrôle total. Et c'est là l'objectif de l'accusation, prouver que Didi ne dirigeait pas seulement une carrière mais un véritable réseau. Un réseau criminel, un criminal enterprise, comme le décrit l'acte d'accusation fédéral, où chaque action, chaque menace, chaque complice servait à renforcer l'édifice. Capricorne Clark n'est peut-être pas parfaite, elle a hésité, elle a plié, elle a mis du temps à parler, mais elle était là, elle a vu, elle a tout raconté et ses mots résonnent avec ceux d'autres, Cassie en Kid Cudi, Drock, d'autres encore. Et puis il y a cette bouteille, le cocktail Molotov retrouvé dans la voiture de Kid Cudi avec dessus un ADN féminin. Une trace peut-être de tout ce que Capricorne avait fui. Dans les coulisses du procès, une tension palpable s'installe, les prochaines audiences s'annoncent explosives. L'arson investigator de la brigade des incendies de Los Angeles va témoigner, un agent du LAPD aussi, et d'autres témoins, encore inconnus du public, pourraient livrer de nouveaux éclats de vérité. Mais une chose est sûre, ce qui se joue ici dépasse de loin le simple sort d'un homme célèbre. C'est tout un système de pouvoir, de célébrité, d'abus et d'impunité qui est en train de vaciller. Et au cœur de ce tremblement, la voix d'une femme qui, après avoir tout perdu, a décidé de parler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!